Bonjour à tous, voici votre journal et les titres pour démarrer. C'est aujourd'hui que reprend l'abattage des porcs à Songon. Les acteurs de la filière s'étaient opposés à l'opération. Une opération menée par le ministère des Ressources animales et halieutiques après la découverte de la peste porcine africaine dans la zone. L'abattage reprend suite à une rencontre entre des agents du ministère de tutelle et les opérateurs de la filière sous l'égide du sous-préfet. Excellente note pour le Forum des femmes et filles du Cavali qui s'est tenu du 9 au 11 mai dernier. L'activité a permis de former plus de 200 femmes et d'obtenir 500 millions de francs CFA de financement additionnel du fonds FAFSI. La présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Oloto, dresse le bilan au cours d'un point presse. Et puis au Mali, les problèmes d'alimentation en électricité ne faiblissent pas. En dépit des engagements récurrents des autorités de transition, les habitants de tout le pays subissent des délestages massifs, les privant de courant pendant parfois des dizaines d'heures, voire plusieurs jours d'affilée. Bienvenue à vous tous. Je le disais à l'instant, bilan positif pour le Forum des femmes et filles du Cavali qui s'est tenu du 9 au 11 mai dernier. L'activité a permis de former plus de 200 femmes et d'obtenir 500 millions de francs CFA de financement additionnel du fonds FAFSI. La présidente du conseil régional, la ministre Anne-Désirée Oloto, dresse le bilan au cours d'un point presse. Didier Nguessan. Le rideau s'est refermé sur le Forum régional des femmes et filles du Cavali. Deux volets, l'un sur la formation et l'autre sur le financement des projets, ont été actionnés par le conseil régional et ses experts consultants. La présidente du conseil régional du Cavali dresse le bilan. Avec la mise en œuvre de ce premier forum, nous avons voulu simplement dire à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde qu'en Côte d'Ivoire, les femmes du milieu rural vont aussi à l'école. Elles apprennent à améliorer leur quotidien. Elles apprennent à être des citoyennes modernes. Le concept voulu par le président de la République d'Ivoirien Nouveau procède aussi de l'éducation, de l'encadrement des femmes du milieu rural, qui elles aussi ont droit à l'éducation. Comment garantir le suivi des acquis du forum? La ministre Anne-Désirée Oloto décline son plan. Hier, nous avons créé le Conseil régional consultatif de la femme, qui annonce les perspectives. Dans quelques semaines, ce Conseil régional consultatif de la femme va entrer en activité, avec une période transitoire qui nous permettra de leur mettre à disposition des experts pour les aider à définir leur feuille de route, à élaborer un plan d'action triennal qui, au terme de ces 3 ans, devront nous donner des résultats à partir d'indicateurs qui nous diront que la femme dans le Cavali voit sa vie qui est transformée. La mise en place immédiate du Conseil consultatif des femmes rend opérationnel cet organe de suivi. On poursuit avec cette question. Où en est le projet OURI, projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest? Il fixe pour mission l'enrôlement de 100 millions de personnes. 72 heures pour répondre à cette question. C'est au cours d'un atelier dont les travaux ont été lancés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Michel Mambo, Abdoulaye Koné. 3 jours de réflexion avec en toile de fond l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le programme vise à permettre une plus grande mobilité au sein de la CEDEAO, mais aussi à faciliter l'accès aux services publics et privés pour la population. Aujourd'hui, en termes d'attribution d'identifiants uniques au Bénin, nous comptons déjà environ 7 millions de numéros personnels d'identification à la population résidente au Bénin. Et ceci a permis à des impacts sérieux dans la conduite des programmes sociaux du gouvernement. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 35,88 milliards de francs CFA, il vient appuyer l'effort gouvernemental des pays membres. L'identifiant, c'est une porte à beaucoup de choses. La santé, l'éducation, la protection sociale, les services fonciers. Et j'espère que la revue que l'équipe est en train de faire va nous donner aussi des éléments. S'il faut les ajuster, on va les ajuster.
Atelier de partage d'expériences et de bonnes pratiques, la Côte d'Ivoire y prend part à travers le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'État de Côte d'Ivoire a mis à notre disposition les moyens, la Banque mondiale a mis à notre disposition les moyens. Nous avons une obligation de résultat d'enrôler biométriquement tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Parce qu'en s'enrôlant, c'est la sécurité. Cette sécurité-là, elle ne pourra en aucun cas être falsifiée. L'Afrique moderne est en train de se construire et la Côte d'Ivoire doit être le fer de lance de cette construction de l'Afrique moderne. Mis en œuvre depuis 2018 en Côte d'Ivoire, le projet régional d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est composé de 3 axes, dont le renforcement du cadre juridique et institutionnel du pays en matière d'identification des personnes vivant sur son territoire. C'est aujourd'hui que reprend l'abattage des porcs à Songon. Les acteurs de la filière s'étaient opposés à l'opération. Une opération menée par le ministère des Ressources animales et halieutiques après la découverte de la peste porcine africaine dans la zone. L'abattage reprend suite à une rencontre entre des agents du ministère de tutelle et les opérateurs de la filière sous l'égide du sous-préfet de Songon. C'est ce que nous apprend Léon Brou. Passe aux opérateurs économiques de la filière porcine pour convaincre sur l'urgence à abattre les porcs de Songon, le sous-préfet de la localité et les services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il révèle la découverte au kilomètre 17 de la peste porcine africaine. L'absence de traitement et de vaccin contre cette maladie virale à propagation rapide aussi évoquée, de même que l'unique et efficace réponse, l'abattage systématique des porcs dans le rayon de 3 km à vol d'oiseau du foyer de la peste. Notre filière aujourd'hui, c'est plus de 700 000 porcs en élevage moderne, près de 50 000 emplois directs et 30 000 indirects. Si la maladie perdure, c'est toute la filière qui risque de disparaître. Et là, c'est encore plus dangereux. Donc, il est urgent de vite réagir, éteindre le foyer et puis permettre à ce que la filière continue de se développer. Pour la levée du blocus, faudra-t-il assurer aux opérateurs des garanties quant à la reprise de leurs activités? Les services vétérinaires brandissent conformément à la réglementation en vigueur l'indemnisation et assurent de la détermination de la tutelle à diligenter avec célérité ce processus. Si l'État peut nous octroyer 30 millions, ça pourrait nous permettre de relancer. Mais dans tous les cas, nous devons nous contenter de ce que nous recevrons et à nous de tenir compte de ce que nous avons eu comme information. Nous ne sommes pas opposés à l'abattage, mais on a bien voulu avoir beaucoup d'informations et de garanties. Pour préserver ce danger, nous devons accepter qu'on puisse éradiquer les bêtes qui sont contaminées par cette mauvaise maladie. Les opérateurs économiques d'accord pour l'abattage des porcs en réponse à la peste porcine africaine à Songon. L'opération suspendue samedi dernier reprend donc ce lundi. À terme seront connus la population de porcs concernée, les opérateurs économiques impactés et le volume des indemnisations. Les producteurs de caoutchouc naturel peuvent désormais vendre la graine d'EVA. Ils ont conclu un accord avec des opérateurs pétroliers qui veulent faire des graines du biocarburant pour leurs usines, ce qui devrait améliorer les revenus des producteurs. Lanciné Bakayoko. Par le passé, les graines d'EVA traînaient et pourrissaient dans les champs. Dorénavant, elles seront ramassées et vendues afin d'être transformées en biocarburant au niveau des industries pétrolières. C'est le fruit d'un accord trouvé entre les organisations professionnelles de la filière EVA et des groupes pétroliers. Autrefois, ces graines étaient un souci pour les producteurs, car il fallait débourser des sommes importantes pour nettoyer les plantations. Parce que comme vous savez tous, ces graines, quand elles tombent, elles germent. Elles germent, donc elles poussent. Donc à un moment, il faut nettoyer. Donc c'était une source de dépenses pour les producteurs. Ce sont ces graines qui aujourd'hui sont commercialisées et valorisées. Une opportunité de marché, du moins un énorme débouché qui va diversifier les niches de ressources financières, d'autant que les revenus des planteurs d'EVA sont basés sur les fonds de tasse. Toutes ces diligences vont concourir, à n'en point douter, à la labellisation du caoutchouc de Côte d'Ivoire. Plein succès à la campagne de commercialisation de la graine d'EVA pour que vive la filière EVA Côte d'Ivoire. Pour la campagne de commercialisation des graines d'EVA à venir,
L'objectif est ambitieux, avec une projection de 93 000 tonnes qui devrait générer au moins 10 milliards de francs CFA pour les producteurs. Les nouvelles sont bonnes dans la région du Tchologo et du Hambol. C'est la fin de la campagne sucrière 2023-2024. La moisson est grande, plus de 130 000 tonnes produites. Cela a donné droit à la traditionnelle fête des maîtres et artisans sucriers. Kader Sogodo. Pour un objectif de 120 000 tonnes, la campagne sucrière 2023-2024 dans le Hambol et le Tchologo a battu un record. La production est de l'ordre de 130 000 tonnes. Chez les acteurs, l'heure est donc à la fête. Artisans sucriers, maîtres sucriers et leurs invités célèbrent la fin de la campagne. Elle a été bonne. L'occasion est belle pour les travailleurs d'adresser quelques doléances. Les travailleurs, dans leur ensemble, souhaitent la relecture des propositions des syndicats pour l'amélioration conséquente de leurs conditions de vie et de travail avec la prise en compte des points essentiels transmis à la direction générale dans le courrier du 7 novembre 2023. Des requêtes qui trouveront écho favorable. Au fond du cœur de chaque maître sucrier, il y avait un objectif, celui d'atteindre au moins le record de la campagne précédente et même le dépasser. C'est cette conviction qui nous a animés tout au long de cette campagne. C'est l'occasion ici de réaffirmer notre engagement fort à la direction générale auprès de tous les travailleuses et tous les travailleurs en vue de créer un cadre de travail de vie serein, apaisé, fructueux, propice à l'atteinte des résultats de production extraordinaires tels que nous avons eus cette année. Les représentants des ministères de tutelle, à savoir le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et les producteurs vivriers ainsi que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, encouragent les acteurs à maintenir le cap. La Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, affiche un besoin de 240 000 tonnes de sucre chaque année pour atteindre l'autosuffisance en sucre. Les deux entreprises du pays produisent entre 80 et 90% de ce besoin. Autre volet de l'actualité, 2 ans après l'organisation de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP15, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, Abidjan Legacy Programme, en charge de cette COP15, a organisé une conférence de presse à son siège pour présenter les retombées. Chris Dumondé, Franck Aquadio. 2022-2024, 2 ans déjà que la Côte d'Ivoire a organisé la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15. À présent, ce rendez-vous sur l'environnement, 75 000 délégués de 196 pays. Cette conférence est donc l'occasion pour le coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme de faire le bilan. 2,5 milliards de dollars pour la gestion et la restauration de nos terres, dépassant de loin nos attentes qui étaient à 1,5 milliard de dollars. Les retombées de la COP15 se sont fait ressentir dans tous les aspects de notre société. Sur le plan économique, elle a généré des revenus importants et créé des emplois dans des secteurs tels que la restauration, l'hôtellerie, les transports et le tourisme. Sur le plan diplomatique, elle a placé la Côte d'Ivoire au centre de l'attention mondiale, renforçant notre position en tant que leader régional dans la lutte contre les changements climatiques. Pendant 10 jours, Abidjan a été l'épicentre de la planète en matière du débat sur les changements climatiques, la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Un des succès diplomatiques phares de cette rencontre est la désignation de la Côte d'Ivoire à la tête du bureau de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Abidjan Legacy Programme, c'était des attentes mais aussi des promesses dont les premières portent déjà satisfaction. Nous avons commencé à nous déployer dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Folon, du Tchologo, des lacs du district autonome du Bas-Sassandra, San Pedro et Grand Béribi, afin de proposer aux populations rurales agricoles des options de développement durable et viable. Nous serons bientôt à l'ouest du pays, dans le Bafing, le Cavali, le Grémont, le Tonkoui, afin de couvrir tout le pays. La COP 15 en Côte d'Ivoire a été un moment décisif dans notre histoire. Elle a démontré notre capacité à accueillir des événements de très grande envergure. Elle a renforcé notre détermination à protéger notre environnement pour les générations futures. La COP 15 est prévue, elle, pour décembre 2024 en Arabie Saoudite.
Et puis le président de la COP15 est en visite de travail à Erevan, en Arménie. Ce lundi démarre officiellement ses activités, mais avant, Alain Richard Donvaï a visité hier quelques sites religieux, dont le siège de la chrétienté arménienne. Grace Kando, Kinimoa, envoyé spéciaux. Erevan, capitale de l'Arménie, située entre l'Europe et l'Asie. Le président de la COP15 hier pour une visite de travail. En marge de son séjour, Alain Richard Donvaï a visité ce dimanche plusieurs sites religieux. Le monastère Clov-Virap, lieu où Saint Grégoire a été emprisonné 13 ans durant dans un cachot. Le site archéologique de Zouatnos, déclaré patrimoine de l'UNESCO, et la cathédrale Saint-Etchmiadzin, siège de la chrétienté arménienne. La religion est un instrument de la foi. Ma foi est inébranlable, elle est indubitable en Dieu. Donc c'est heureux de venir voir comment la religion chrétienne a pu, elle, s'établir ici. L'influence aussi que d'autres religions ont eu sur ces religions chrétiennes, parce que nous avons vu des traces de l'Asie et aussi des noms qui venaient d'Afrique. Donc c'est pour dire un peu toute l'universalité de la religion qui peut s'exprimer de différentes façons suivant les endroits où cette religion s'est développée. La particularité de ce site, c'est que c'est un musée très ancien qui a été conçu en 1896 et qui retrace en fait les origines du christianisme. Par exemple, on trouve des reliques de la croix du Christ, de la dague qui aperçoit le côté du Christ, et donc ici on essaie de présenter les origines du christianisme. Parmi les reliques les plus importantes, il y a la lance. Ensuite, il y a la partie du bois de la croix du Christ. Pas de répit ce dimanche pour le président de la COP15. Alain Richard Donvaï a aussi visité la zone Ramsar. Elle consiste à restaurer les zones humides. C'est un projet qui permet de restaurer une zone humide, faire revenir la biodiversité, notamment les oiseaux et aussi quelques poissons. Ce qui permet à des oiseaux qui se nourrissent de poissons de revenir dans la zone, ceux qui se nourrissent d'insectes également de revenir dans la zone. Donc ce sont des zones qui sont protégées dans le monde. On en a en Côte d'Ivoire, donc des zones humides qu'il faut pouvoir protéger et restaurer. Il y en a pas loin d'Assini, autour de la zone de Ngana, donc où il y a une population d'oiseaux qui y vit et qui est à protéger. Et donc c'est la biodiversité qui est ainsi restaurée et maintenue. Des échanges peuvent être faits entre des projets qui sont réalisés et financés ici, de manière à les répliquer ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire. Pendant son séjour à Erevan, le président Alain Richard Donvaï compte multiplier des partenariats en vue de mieux adresser les questions liées à la désertification et la sécheresse. Jetons un coup d'œil à présent sur le secteur de la santé et cet engagement des chefs d'État africains à Abuja au Nigeria en 2001 a alloué au moins 15% de leurs budgets nationaux au secteur de la santé. Qu'en est-il sur le terrain après plusieurs années? Eh bien, la Fédération des réseaux des champions en plaidoyer pour la santé cherche à comprendre. Ismaël Adeo, Nevisoyo. 13 pays de la sous-région présents à Abidjan prennent part à un atelier sur le financement adéquat de la santé. Objectif, faire un point du plaidoyer visant l'octroi de 15% du budget national des pays de l'espace CEDEAO au ministère chargé de la santé. Une action émanant de la Fédération des réseaux des champions en plaidoyer pour la santé. Ce réseau de parlementaires va nous permettre d'améliorer, quant à la présentation du budget chaque année au Parlement, d'améliorer le secteur de la santé en termes d'accompagnement budgétaire. C'est un plaidoyer que nous faisons, mais nous travaillons dans les coulisses, dans les commissions parlementaires pour que ce cri soit entendu, pour que le budget soit amélioré chaque année d'ici 20 ans pour avoir une Côte d'Ivoire en bonne santé. Une volonté à laquelle s'est engagée la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Depuis 2018, le gouvernement a initié donc un vaste programme hospitalier de plus de 1000 milliards qui est en œuvre et qui permet donc de mettre à niveau tous nos hôpitaux et créer de nouveaux hôpitaux avec des équipements de pointe pour permettre donc à nos professionnels de travailler dans de meilleures conditions pour la santé des populations. Les échanges se tiennent sur 3 jours, échanges précédés par une rencontre de renforcement sur l'engagement des parlementaires de la CEDEAO autour de la question du financement approprié à la santé.
Retournons à présent sur cette opération de planting d'arbres. Le week-end dernier, une idée des populations de Kandena, un village de la sous-préfecture d'Amandi, dans le département de Tanda. L'initiative qui vise à lutter contre le réchauffement climatique est soutenue par l'ANADER et le ministère de l'Agriculture. Herman Yamia. C'est un espace de 10 hectares aménagé par la mutuelle de développement de Kandena pour mener cette activité de planting d'arbres. Un projet qui a pour objectif de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Nous avons initié cette cérémonie parce que ça revêt un caractère très essentiel. Il faut créer des puits de carbone à même d'absorber le CO2. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire le reboisement. Parce que c'est un microclimat qu'on crée, à l'image de la forêt du Banco. Le parrain de la cérémonie a exprimé sa satisfaction de voir les populations rurales prendre conscience du rôle qui est le leur dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous tendons vers un monde où l'économie qui va gagner, qui va primer, c'est l'économie verte. Et cette économie verte, c'est l'environnement. Et l'environnement, c'est planter un arbre pour que demain, on puisse récolter ce qui est comme richesse de demain. Pour encourager cette initiative de la mutuelle de Kandena, ce village de la sous-préfecture d'Amanvi dans le département de Tanda, le sous-préfet Camille Lula a exhorté les populations à s'investir davantage dans de telles actions qui contribuent selon lui au développement de leur village. C'est des initiatives à multiplier partout dans nos localités, de sorte que peu à peu le couvert végétal soit reconstitué. C'est vrai qu'on ne pourra pas atteindre ce qu'on avait précédemment, mais si par ce type d'action on peut réduire les effets du réchauffement climatique, cela vient à point nommé. Cette activité de planting d'arbres à Kandena, près du cours d'eau appelé la Baya, a bénéficié de l'appui technique de l'ANADER et du ministère de l'Agriculture. On reste à l'intérieur du pays. Les centres de services civiques Boaké 1 et 2 font leur rentrée solennelle. 650 stagiaires formés au civisme et à la citoyenneté, l'esthétique et la coiffure, le BTP, mais aussi la pâtisserie-cuisine. Initiative de l'Office du service civique national pour donner la chance aux pensionnaires de mieux s'insérer dans la société. William Skakou, Kader, Sogodogo. 650 stagiaires âgés de 16 à 35 ans, répartis dans les centres de services civiques Boaké 1 et 2, font leur entrée solennelle. 6 mois durant, ces 150 filles et 500 garçons qui participent à cette deuxième cohorte de formation à Boaké, initiée par l'Office du service civique national, seront instruits sur le civisme et la citoyenneté, l'esthétique et la coiffure, le BTP, mais aussi la pâtisserie et la cuisine. Pour les stagiaires, ce programme est une aubaine pour une insertion professionnelle réussie. J'espère qu'au sortir d'ici, je pourrai avoir un stage et m'installer. 6 mois, c'est long à dire, mais c'est rapide, ça passe. Voilà. Qu'ils viennent apprendre un métier pour pouvoir s'exercer. Je suis venu ici, c'est pour pouvoir réussir dans la vie, m'occuper aussi de mes parents et avoir une famille aussi. Les programmes du service civique, comme tous les autres dispositifs mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, s'inscrivent dans le cadre de l'école de la deuxième chance qui vise à faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse modèle. Voilà le point exact. 1452 jeunes qui ont été formés au titre de l'école de la deuxième chance au niveau de l'Office du service civique national. L'école de la deuxième chance, ce n'est pas seulement le dispositif de service civique. Si vous prenez le PGGouv, le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, vous verrez à l'intérieur que l'école de la deuxième chance engage plusieurs autres ministères. Et l'école de la deuxième chance s'entend comme un dispositif sectoriel qui va permettre aux bénéficiaires d'acquérir une formation professionnelle et puis être accompagnés en insertion. Ce sont plus de 2400 jeunes répartis dans les 5 centres de services civiques sur l'étendue du territoire national qui seront accueillis et formés pour l'année 2024. L'excellence en milieu scolaire prônée à Daoukro, elle est portée par la Confédération mondiale des excellents adolescents. L'ONG vient d'organiser une conférence sur le thème « Implication des parents pour l'éradication de la tontine sexuelle et les autres fléaux en milieu scolaire ». C'est en collaboration avec une ONG américaine. Prenons tout de suite la direction du Collège catholique Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro avec Djeneba Ouattara et Charles Tatou. Consommation de la drogue, tontine sexuelle, tricherie, corruption, grève à répétition et violence.
Autant de mots qui minent l'école ivoirienne, des situations qui mettent en mal le bon fonctionnement du système éducatif. La Confédération mondiale des excellents adolescents, Excel Ados, une ONG faisant la promotion des excellents, veut contribuer à la lutte contre ces phénomènes en inculquant des valeurs saines à la jeunesse. Les responsables de cette confédération viennent d'initier une conférence autour du thème « Implication des parents pour l'éradication de la tontine sexuelle et les autres fléaux en milieu scolaire ». Cette rencontre d'échange et de réflexion a eu pour cadre le collège catholique Saint-Pierre et Saint-Paul de Daoukro. Les parents doivent actualiser le système d'approche. Dire aux enfants, c'est vrai qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Pour une école de qualité, il faut bien évidemment que les enfants travaillent bien à l'école. Plus ils vont s'accrocher, ils vont s'adonner aux études, moins ils vont s'adonner au fléau. Responsables éducatifs, parents d'élèves et apprenants saluent cette rencontre. Nous souhaitons que nos élèves donnent dos à ces fléaux. Quand ils consomment ces stupéfiants, ils sont dans un autre état et ils ne peuvent pas réussir à l'école. À partir de là, on saura comment s'y prendre avec nos enfants ados pour les amener à être des enfants excellents à l'école. Au cours de ce rassemblement, les majors du deuxième trimestre des classes de 6e à la terminale ont été distingués. Le préfet de région de l'Ifou, préfet du département de Daoukro, Dike Claude salue l'initiative et exhorte les élèves à s'approprier les études en vue d'être des modèles de réussite. La commune de Cocody a abrité la 3e édition du pèlerinage du graphisme. Animé par des experts dans le domaine, ce pèlerinage vise à renforcer les capacités des étudiants en photographie digitale et art numérique. On voit cela avec Serge Pakomdidi et Didier Nguessan. Ces étudiants en communication visuelle élargissent leur champ de connaissances pratiques en graphisme, en photographie et digital. Ce, à l'occasion de la 3e édition du pèlerinage en graphisme, une masterclass de renforcement de capacités. C'est notre manière d'accompagner tous ces professionnels qui veulent apporter un petit plus à la formation des jeunes, renforcer leurs capacités pour qu'au sortir de leur formation universitaire et scolaire, ils puissent avoir toutes les compétences pour se faire employer. Ce que nous attendons à l'issue de cette formation, c'est d'amener les étudiants à s'intéresser de plus en plus à l'art numérique, à la photographie et au métier du digital. Compte tenu du fait que dans la plupart des formations, ou bien dans la plupart du contexte pédagogique dans lequel ils s'inscrivent, ils n'ont pas l'occasion de faire certains modules de formation. Vous verrez qu'ici, au pèlerinage du graphisme, on a par exemple des ateliers comme le pilotage de drone, le cadrage, la formation en modélisation 3D. Ce pèlerinage en graphisme est aussi animé par des ateliers de coaching, des panels d'experts, des partages d'expériences offrant aux apprenants des opportunités d'insertion professionnelle. Mon souhait, c'est de devenir photographe, infographiste. Le pèlerinage m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'apprendre à faire des retouches photos et aussi à faire des designs. Cette filière, c'est devenu une passion pour moi. Ma motivation, c'est de me perfectionner dans le motion design et dans la modélisation 3D. Après ces ateliers d'initiation en graphisme, ces étudiants bénéficieront d'un suivi de 3 mois en ligne. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les problèmes d'alimentation en électricité ne faiblissent pas au Mali, en dépit des engagements récurrents des autorités de transition. Les habitants de tout le pays subissent des délestages massifs, les privant de courant pendant parfois des dizaines d'heures, voire plusieurs jours d'affilée. Les conséquences sont dramatiques pour les petits artisans, pour les entreprises ou encore pour les hôpitaux. Ces délestages massifs sont des conséquences aussi pour le secteur de l'art et de la culture. En Guinée, les plaidoiries des avocats dans le procès du 28 septembre commencent ce lundi. En 2009, à cette date, au moins 157 personnes étaient exécutées durant un meeting contre la junte du capitaine Moussa Dadis Camara. Une centaine de femmes avaient été violées sur place et dans des camps militaires qui ont aussi servi de lieu de torture.
l'ancien président Moussa Dadis Camara, ainsi que 10 autres figures de la junte du CNDD sont jugées. Et puis, le président russe Vladimir Poutine a limogé dimanche soir son emblématique ministre de la Défense, Sergei Shoigu, en poste depuis 2012, lors d'un remaniement surprise. Il est remplacé par Andrei Belousov, un économiste de formation qui devient également secrétaire du Conseil de sécurité. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous tous.